Qu'est-ce que les blessures émotionnelles? Qu'est-ce que la blessure du rejet? Comment savoir que je souffre de la blessure du rejet? Est-ce que le rejet que je ressens est réel ou perçu? Et comment guérir de cette blessure? C'est à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous! Comme à mon habitude, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de blessures émotionnelles et d'une blessure en particulier qui est la blessure du rejet. Je commence avant tout par définir les blessures émotionnelles. Il s'agit de souffrances réelles ou perçues que nous portons en nous depuis notre naissance et parfois même avant. Il faut noter que ce concept a été créé par le psychanalyste autrichien Wilhelm Reich, qu'il définit comme les blessures fondatrices de nos premières expériences de vie. Il affirme que depuis tout petit, pour survivre et dépasser nos blessures, on crée selon chacune un système de défense qui correspond à un moyen émotionnel, mais aussi neurologique qu'on avait à notre disposition au moment où la blessure a eu lieu. Ce qui se passe plus tard, c'est qu'à chaque fois qu'on revit la blessure, le mécanisme de défense refait surface. Si on ne fait pas un travail personnel pour guérir les blessures, le mécanisme de défense aura lieu d'une manière répétitive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de schéma répétitif. Un peu plus tôt, j'ai dit que les blessures peuvent être perçues, c'est-à-dire que pendant notre enfance, on peut avoir eu l'impression d'avoir été blessé et on construit tout un schéma pour nous défendre à chaque fois que dans la vie future, on revit la même soi-disant blessure. Les blessures sont au nombre de 5. Il s'agit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Et elles sont devenues célèbres dans le milieu du développement personnel grâce entre autres aux ouvrages de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau a écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est l'introduction aux 5 blessures qui nous permet de savoir laquelle on porte, mais aussi d'autres ouvrages comme La guérison des blessures, Le pouvoir de l'acceptation, Écoute ton corps et ainsi de suite. Toutes ces ressources seront renseignées dans le Notion ressources du podcast car c'est des ouvrages que je vous conseille vivement. Vous avez le lien dans la description du podcast. Dans l'épisode du jour, on est fin 2020. Où je décide enfin d'explorer le sujet des blessures que j'ai évité pendant longtemps. Pourquoi je l'ai évité? Parce que je n'étais pas encore prête à avoir des informations sur là où les blessures que je portais et rien que leur nom, rejet, abandon, trahison, me faisait peur. Mais à cette époque-là, le livre de Lise Bourbeau faisait de plus en plus de bruit et y résister était devenu difficile pour moi. Il faut noter aussi que quand on démarre un travail sur soi, enlever les premières couches de douleur est la partie la plus difficile. Et plus on avance, plus il y a des choses qui deviennent accessibles. Et on se sent plus armé pour explorer de nouvelles douleurs en se disant que de toutes les manières, même si c'est douloureux, ça ne sera que libérateur à la fin. Par rapport aux blessures, il faut savoir que chacun de nous ne porte pas qu'une seule blessure, mais plutôt 2 à 3 blessures principales. Le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même permet d'identifier lesquelles nous touchent le plus.
Pour ma part, ma blessure principale, c'est la blessure du rejet, d'où cet épisode, elle est suivie de celle de l'humiliation et j'avoue que j'étais certaine que la blessure du rejet faisait partie de la liste. Alors, c'est quoi la blessure du rejet? C'est le fait de ne pas se sentir désiré depuis tout petit et de se demander si on a vraiment notre place dans ce monde avec les années qui avancent. Ça génère un sentiment d'insécurité qui se développe petit à petit et ça nous empêche de vivre pleinement notre vie. Faut savoir que pour mes parents, j'étais un bébé surprise. J'étais très désirée par mon père qui attendait avec impatience d'avoir son premier enfant, mais ce n'était pas forcément le cas de ma maman qui à cette époque-là était encore étudiante et voulait continuer à étudier. Je ne veux pas dire aujourd'hui que ma mère ne voulait pas de moi. Ça serait me positionner comme une victime qui viendrait dire « je n'étais pas une enfant désirée » ou que « je n'ai pas droit à la vie ». Je ne peux jamais me mettre à la place de ma mère à cette époque-là. Et je ne peux pas lui en vouloir de ne pas avoir eu comme priorité le fait d'avoir des enfants. Mais ce qui s'est passé pour que j'aie cette blessure et qu'elle soit aussi profonde pendant les premières années de mon enfance, c'est que ce non-désir devait être très palpable et j'ai dû le percevoir comme un vrai rejet de mon côté. Je me rappelle aussi que pendant mon enfance et adolescence plus tard, ma mère disait toujours qu'elle n'a pas eu la chance de terminer ses études, faire des études universitaires pour devenir chercheuse parce que c'était son rêve à l'époque. Sa grossesse inattendue a fait que son parcours s'arrêtait avec un bac+4, l'équivalent d'une maîtrise qui lui permettait d'être simplement prof de SVT au lycée au lieu de suivre ses aspirations pour faire de la recherche et devenir prof universitaire plus tard. Elle n'a jamais arrêté de parler de ça. Quand j'étais enfant, je ne mesurais pas du tout l'impact de ces mots-là pour moi. Je me dis aujourd'hui qu'une part de moi culpabilisait peut-être de ne pas avoir permis à ma mère de suivre ses rêves. Je m'en voulais probablement, d'une manière inconsciente, d'avoir été de ce monde pour que ses rêves à elle s'arrêtent, d'où le sentiment de rejet qui m'a toujours accompagnée depuis tout ce temps. Avant de découvrir l'univers des blessures émotionnelles, je ne savais pas du tout que la blessure du rejet existait. Et je ne pouvais jamais mettre des mots sur des ressentis que j'avais ou expliquer pourquoi à certaines périodes de ma vie, je me comportais de telle ou telle manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque blessure s'exprime à travers ce qu'on appelle un masque. Le masque est le moyen de défense émotionnelle qui fait qu'on prend un rôle ou on a un comportement spécifique à chaque fois qu'on revit la blessure. Le masque de la blessure du rejet est la fuite, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un ou une situation me fait vivre le sentiment de rejet, je peux détecter ça si je suis dans une posture de fuite. Si vous pensez que la blessure du rejet est l'une de vos blessures principales, ce qui va vous aider à confirmer cela, c'est d'identifier les moments ou les situations où vous êtes dans la fuite face à quelqu'un. On peut aussi se dire qu'on souffre de la blessure du rejet quand on est trop dans la lune, qu'on a tendance à s'isoler dans sa bulle, se couper des autres, ne pas trouver sa place dans un groupe parce qu'on a développé cette croyance qu'on n'est pas légitime, qu'on veut pas de nous, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait de se couper complètement de son pouvoir de s'exprimer, de manifester ses émotions, parce qu'encore une fois, le manque de légitimité qu'on sent entraîne le fait de se taire et de masquer ses ressentis. Les phrases et les croyances clés liées à la blessure du rejet sont les suivantes. Je n'ai pas demandé à naître. Pour vivre heureux, vivant caché, je ne me sens en sécurité que seul, le monde est dangereux, un danger peut en cacher un autre et les gens sont méchants. Je peux vous dire que découvrir cette blessure a eu un effet waouh avec toutes ces informations qui sont venues d'un seul coup, expliquer tellement de choses que je vivais par rapport à ma peur de l'autre, mon sentiment constant d'insécurité et le fait de toujours vouloir m'isoler quand je suis dans un groupe. Et j'ai surtout compris que j'étais presque tout le temps dans la fuite. Avec une grande majorité de relations que je construisais, ça finissait toujours par une franche rupture où je fuis complètement de la relation. J'évite le conflit,
j'évite de parler, d'exprimer ma déception, le fait que j'ai mal et je préfère me taire et partir. J'avais donc là une des premières pistes qui allait m'aider à me libérer de la blessure, c'est-à-dire identifier toutes les prochaines fois où j'allais porter le fameux masque de la fuite et qu'il allait me prouver que j'étais en train de revivre la blessure du rejet. Avant de découvrir l'univers des blessures émotionnelles, je ne savais pas du tout que la blessure du rejet existait. Et je ne pouvais jamais mettre des mots sur des ressentis que j'avais ou expliquer pourquoi à certaines périodes de ma vie, je me comportais de telle ou telle manière. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour faire le lien entre la blessure du rejet et l'entrepreneuriat, pour démontrer jusqu'où cette dernière peut vraiment freiner notre impact. Tout entrepreneur endosse beaucoup de responsabilités et fait face à beaucoup de choix au quotidien et à plusieurs reprises, on est amené à faire face aussi à des déceptions, à des non, à des refus. Ces derniers peuvent générer la blessure du rejet et faire qu'on soit dans une position de déception, de fuite, face à des projets ou des collaborations qui ne se concrétisent pas à un contrat qui n'est pas signé. Et une des postures classiques qu'on peut avoir, c'est de directement rompre le lien avec la personne qui a exprimé le refus, au lieu d'essayer de comprendre ou d'exprimer éventuellement sa déception en restant ouvert à d'autres possibilités plus tard et ainsi de suite. Un contrat qui ne se signe pas peut générer ce sentiment d'illégitimité et de manque de valeur qui prend le dessus, alors que parfois la raison est tout simplement que le timing n'est pas bon ou au niveau énergie, ça ne matchait pas avec la personne. On se met donc dans cette posture de rejet en remettant en question ses compétences, sa valeur, au lieu de raisonner et se dire que la vie de l'entrepreneur, comme la vie en général, est toujours fluctuante. 2 ans plus tard, le sujet de la blessure du rejet est revenu à la surface au cours d'une séance d'hypnothérapie et la thérapeute m'avait recommandé d'investiguer sur ma conception et ma naissance auprès de ma mère. Elle m'avait conseillé d'y aller avec une attitude la plus neutre possible, de poser des questions spécifiques à ma mère pour essayer de comprendre certaines choses afin de les retravailler en séance plus tard et de pouvoir en guérir. Donc un jour, j'ai investigué auprès de ma mère en lui posant des questions sans être du tout dans l'émotionnel, alors qu'on parlait avec elle, c'était assez lourd pour moi. Donc ma mère m'a décrit sa grossesse comme étant une grossesse assez simple, avec pas du tout de douleur ni de désagréments depuis le début. Elle a perdu les os avec une énorme douleur et ça faisait qu'elle a dû être emmenée assez rapidement à l'hôpital pour que je naisse. Elle m'a raconté le moment de ma naissance avec une neutralité incroyable et je n'ai pas eu droit à beaucoup de détails. Je ne suis pas maman moi-même, je n'ai jamais accouché, donc je ne peux pas savoir vraiment ce qu'on peut ressentir ou pas pendant une grossesse et un accouchement. Donc je ne pouvais pas comparer avec mes propres ressentis. Mais ce que j'ai fait dans la foulée, c'est que j'ai fait la même investigation auprès de mes tantes en leur demandant de me raconter le récit de leur grossesse et d'accouchement. Et j'avais des récits totalement différents en termes d'émotions de ce que m'a raconté ma mère. Étant de nature très émotive moi-même et très imaginative aussi, je vivais carrément les histoires d'accouchement de mes tantes. J'imaginais la scène, j'imaginais la pièce où elles étaient, et une part de moi voulait que ma mère me raconte les choses avec une telle intensité. À cette époque-là, j'étais dans l'incompréhension totale par rapport à ma mère et sa neutralité, mais quelques mois plus tard, j'ai commencé ma formation en Human Design et j'ai eu l'illumination de ma vie en comprenant qu'en termes de fonctionnement émotionnel, ma mère et moi n'étions pas du tout faites de la même manière. J'en ai parlé dans un précédent épisode, mais ma mère est ce qu'on appelle une non émotionnelle. Dans le jargon du Human Design, elle a le plexus solaire non défini, c'est-à-dire blanc sur sa charte, ce qui fait qu'elle vit ses émotions d'une manière neutre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotions à l'intérieur d'elle, c'est juste qu'en termes d'expression, c'est beaucoup moins intense que pour une personne émotionnelle qui a le plexus solaire défini comme moi. Personnellement, je vis mes émotions avec une profondeur parfois illimitée et je passe par d'énormes vagues hautes et basses en termes d'émotions.
Ça fait que je suis une personne très intense en termes d'émotions et d'expression en général. Avant de m'ouvrir au Human Design, je pense que je ne comprenais pas pourquoi les gens n'étaient pas comme moi. Et donc, je pouvais interpréter mal le fait qu'il soit inexpressif ou qu'il soit neutre et qu'il pouvait donc me rejeter. Donc, j'ai eu une grosse prise de recul par rapport à mon éventuelle interprétation du rejet de ma mère qui, même si à l'époque de ma conception voulait terminer ses études, elle était quand même heureuse de m'avoir sans qu'elle ne l'exprime comme moi je le voulais. Parce qu'elle est tout simplement non émotionnelle, en plus du fait que c'était quelqu'un de taiseux, comme je l'ai raconté dans un précédent épisode. Je tiens aussi à préciser que parmi les raisons qui m'ont donné envie de dédier un épisode à les blessures du rejet, c'est que je suis entourée de pas mal de futures mamans ou de mamans d'enfants en bas âge qui expriment pour la plupart que l'enfant qu'elles portent ou que leur enfant en bas âge n'est pas venu au bon moment, qu'elle n'en voulait pas ou qu'elle pensait à avorter et ainsi de suite. C'est douloureux pour moi d'entendre ça et je ne peux pas m'empêcher de penser directement à la blessure du rejet et à l'impact indirect que ce genre de pensée ou ce genre de parole peut avoir sur l'enfant qui peut très naturellement sentir qu'il n'est pas désiré. Je peux comprendre que ce soit dur d'élever un enfant, qu'effectivement ça chamboule la vie, le sommeil, les habitudes, l'équilibre du couple, la vie professionnelle, que ça demande aussi une attention particulière, de faire beaucoup de sacrifices, mais je ne peux pas non plus ne pas me mettre à la place de l'enfant qui, lui, n'a rien demandé, juste à venir au monde et à se sentir aimé. Parce qu'il y a bientôt 37 ans, j'étais cet enfant qui est venu au monde et qui ne voulait qu'une seule chose, c'est de se sentir aimé. Et qu'avec les perceptions que j'ai eues, je n'ai pas senti que c'était vraiment le cas. À toutes les futures mamans, mais aussi les mamans qui m'écoutent ou qui me regardent, je suis avec vous et je vous comprends. Mais en tant qu'adulte, vous avez le pouvoir d'être consciente de vos paroles et de vos pensées et de combien elles peuvent être impactantes auprès d'un enfant si jeune. Le sommeil, l'équilibre du couple se récupèrent au fil du temps. Les plaies des blessures émotionnelles, quant à elles, mettent du temps à guérir si on a la chance de les guérir. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous faire aider si vous vous sentez dépassé. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. Je vous invite vivement à vous procurer les livres de Lise Bourbeau parce qu'ils se lisent assez facilement et sont très actionnables pour pouvoir comprendre et guérir les blessures émotionnelles. Comme d'habitude, si le sujet vous parle et que vous voulez qu'on échange dessus, n'hésitez pas à me contacter. Il m'arrive souvent d'explorer les blessures quand on travaille sur le relationnel avec sa propre maman ou en tant que maman soi-même. Donc si vous souhaitez être accompagné à ce niveau, tous les détails sont aussi dans la description de l'épisode du jour. Je vous remercie de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, à m'écouter, à me regarder et je vous dis à très bientôt!